À plus, à plus, à plus, à plus. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et offrez-vous un appartement de luxe dans un environnement sans pareil. Offrez-vous une qualité de construction sans compromis. Offrez-vous les services d'une société qui gère et réalise vos rêves de A à Z. Offrez-vous les services d'un entrepreneur en bâtiment fort d'une expérience de 40 ans. Briga. La société Briga crée une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance et la transparence, depuis la conception et jusqu'à la remise des clés. Une responsabilité assumée et un service de haut niveau, même après la livraison. Offrez-vous la sécurité et la tranquillité pour de nombreuses années. Briga est plus qu'une société, c'est une famille qui est toujours à vos côtés. Faites-vous plaisir car vous êtes enfin arrivé à la maison. Briga. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Bonsoir à tous et bienvenue chez vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr à plus, la chaîne des francophones d'Israël. On est toujours dans ce penthouse de Briga Hayam à Ir Yamim. Vous nous regardez en Israël sur Anatel, mais aussi en France sur anatel.plus. Israël a 70 ans. On va le fêter comme il se doit dans cette émission avec nos chroniqueurs, avec nos invités. La chanteuse Shirel viendra nous rejoindre tout à l'heure, le Rav Yoel Benarouche et également, et bien sûr nos chroniqueurs. On est tous heureux de vivre sur ta terre Israël. Nous, juifs, israéliens, francophones de tous horizons, on te souhaite un très bon anniversaire. Adolam. Voilà, ça commence. Bienvenue chez vous, spécial 70 ans de l'État d'Israël. Bonsoir Audrey Natav, ça va? Bonsoir, oui, ça va de très rouge bien. vêtu. Oui, un peu beaucoup, j'avoue, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était festif. Bonsoir Mickaël Lahar, ça va? Bonsoir, très bien. Oui. Notre jeune interne en médecine, docteur Josrien, bonsoir. Merci mon cher Stéphane. Je suis très très sensible et très touché par cette attention. Alors vous nous ferez un petit point sur le système de santé en Israël. C'est compliqué de le résumer, mais on va essayer. On va essayer. Hein, Olivier Abécassis n'est pas là ce soir, mais bon, on l'embrasse. Et bonsoir Judith Mergui. Bonsoir. Comment ça va? Super. Alors, vous avez fait des révélations chocs dans la presse francophone israélienne, genre de déclaration dans Golda Magazine, c'est ça, qui a suscité beaucoup d'intérêt. Vous êtes d'accord pour nous en reparler sur ce plateau? Ouais, c'est vrai que ça a été un moment un peu particulier. Et oui, voilà, Stéphane, c'est vrai, je ne pensais pas qu'un jour je dirais je l'aime, elle. Voilà, on n'avait pas l'habitude de voir ça quand j'étais jeune. Ça courait pas les rues, c'est vrai. Et on m'a dit, pourtant, choisis une voie plus classique, moins marginale. On m'a dit que je le regretterais. Et d'ailleurs, on a essayé de me dire que la lubie allait passer, que c'était juste son aspect exotique qui me séduisait. Voilà, on m'a dit aussi que ce serait qu'une passade. Qu'à 20 ans, tout le monde se pose des questions, tout le monde se cherche, n'est-ce pas, docteur, mais que c'est surtout pas une raison pour passer à l'acte. Alors voilà, moi comme je m'accrochais, du coup ils sont passés à l'étape suivante. Alors ils ont tout fait pour tarir son image, c'est vrai, ils l'ont critiqué, ils l'ont sali, ils l'ont caricaturé à mes yeux pour que je la choisisse pas, enfin ils ont tout essayé quoi. Sauf que voilà, j'étais tombée amoureuse, alors le mal était fait. Faire sa vie avec une de ce genre-là, je peux te dire que ça a fait baver sous les chaumières. Mais je crois que c'est quand je me suis enfuie pour la rejoindre que ça a été un choc. Le doute était plus possible, Le coming out était fait. J'aimais Israël. Voilà. Alors ils appellent ça sioniste. Ils le disent comme une insulte, comme une tare, comme une déviance. Un mot qui veut finalement simplement dire que j'ai le droit d'exister. Ouais, je l'ai rejoint ma terre. Je l'ai embrassé aux yeux de tous. J'ai crié son nom, sans honte, juste dans le plaisir. Moi j'aime m'allonger sur elle, ressentir sa chaleur. On s'est mis ensemble il y a 11 ans maintenant. Alors on sait bien que notre histoire elle plaît pas à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on les emmerde? Parce que finalement on s'aime. C'est ce qui compte, non? Et vous savez quoi? Je compte même lui faire des enfants. Tant que la relation n'est pas exclusive et que tu partages.
Bravo, c'est très beau c'est ce que bien vous avez pour- dit. Je suis très touché, très ému. Oui, Merci. vraiment. Moi aussi, je suis très ému. Et Docteur, vous avez- il a l'air mesuré. Les larmes aux yeux, vous enflammez. Stéphane. Il aimerait tellement. Vous avez très bien dit ce que nous ressentons réellement. Merci beaucoup. Merci et c'est à vrai que pour moi, c'était important à l'occasion de l'anniversaire de l'État d'Israël de dire ça, surtout pour les téléspectateurs, certains qui pourraient avoir des doutes quant à mes chroniques. Où C'est que de l'humour quand même. c'est toujours que de l'humour et c'est toujours que dans la bienveillance. Moi, j'ai fait ce choix de l'Alia il y a bien longtemps déjà et tous les jours, je remercie Dieu de m'y avoir poussé. Ça a été la plus belle aventure de ma vie. Mais ma façon de réussir mon Alia, c'est de l'adopter par le rire et de savoir critiquer la société israélienne parce que je la critique comme je me critique moi-même, comme je critique tout le monde, c'est-à-dire dans l'autodérision. Donc voilà, je rassure tout le monde. On le savait, on n'avait aucun doute. J'aime bien votre chemise blanc et bleu. Et bah oui, Bah, l'anniversaire bon, de voilà, mon petit c'est très drapeau. bien. Alors vous avez parlé d'une fille, si vous avez des garçons, des enfants, peut-être une fille, vous l'appelleriez Muriel par exemple. Je dis ça, c'est pas un gag, mais en fait, vous savez qu'elle a rencontré Muriel Robin. En vrai, enfin. Enfin. Vous l'avez rencontrée ? Oui, je l'ai rencontrée. Elle a été formidable aussi dans ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a, son spectacle était génial. Et puis elle m'a promis de venir voir mon travail sur scène. Voilà. J'ai beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, c'était assez incroyable parce que il y avait beaucoup de gens et au début on s'est dit un bonjour très cordial, très formel, tout ça. Et puis elle devait partir saluer d'autres personnes et du coup j'étais très frustrée. Et tout d'un coup je suis revenue la voir et je me suis effondrée dans ses bras en larmes comme une gosse qui dit mais non, tu m'as pas assez parlé. Voilà. Voilà, c'était un joli moment effectivement. Bonsoir docteur Lara, rebonsoir. Vous vous rendez compte est-ce que vous réalisez qu'on est en Israël, que vous étiez à la télévision en France, sur la 5e je crois, sur Oui, les maternelles. les maternelles. Entre autres, Vous ouais. imaginez faire de la télévision en France, en Israël comme ça? La télévision, non. Ouais. D'ailleurs, quand tu m'en avais parlé, je t'avais dit pourquoi pas, mais et tu m'avais dit, tu pensais pas que tu t'amuserais autant ici, et c'est vrai que je me suis bien amusé. Et non, je suis venu comme tout le monde avec l'idée de faire au mieux, mais avec la conviction qu'il fallait pas faire un copier-coller, en tout cas, parce que ce serait un copier-coller en moins bien. Donc il fallait décider de tourner une page, laisser faire le deuil de certaines choses, et puis être excité par une nouvelle aventure. Moi j'ai fait le deuil des budgets télé, donc on a des budgets plus petits, mais on s'amuse aussi. Alors, question de téléspectateurs pour vous. Ça va? On change un peu. C'est eux qui décident. Donc, comment réagir? Alors, il y a plusieurs. Hein, on va répondre rapidement. Comment réagir aux scarifications d'un ado? Ouais, alors les scarifications, c'est d'abord quasiment toujours synonyme d'un vrai trouble psychiatrique. C'est pas une mode. Souvent, les parents, pour se rassurer, disent bon, il a vu ça sur Internet, il a vu des copains faire, etc. On voit 1000 choses sur Internet, on les reproduit pas. Donc, ce qu'on reproduit, c'est parce que, même si on peut être influencé, c'est parce qu'on a le terreau pour ça. Hein, c'est comme je dis souvent, une addiction, c'est pas parce qu'on rencontre le cannabis ou l'alcool. On en a tous rencontré, on a tous plus ou moins fumé ou plus ou moins bu quelque chose. Ce qui fait l'addiction, c'est la rencontre entre un problème, une personnalité problématique et le toxique. Donc, quand il y a des scarifications, c'est quand même toujours à problématiser. Pour le coup, j'ai tendance à dédramatiser les choses de façon assez régulière, mais là, c'est un symptôme plutôt d'adolescents en crise sur le plan de l'amour-propre, parce qu'en fait, c'est un mouvement auto-agressif. Je m'attaque, je me fais du mal, hein, je me frappe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en colère contre moi-même. Ça, c'est un élément fort. Donc, il y a une dévalorisation souvent chez ces adolescents. Et puis, souvent aussi, c'est des adolescents qui ont du mal à en parler, parce que c'est des adolescents qui ont du mal à élaborer ce qui leur arrive, à comprendre. Donc souvent, on dit, mais tu me caches quelque chose, tu veux pas me dire ce qui se passe, et on essaie de les faire parler, mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils nous cachent rien consciemment, parce qu'ils ne se parlent même pas à eux-mêmes. En fait, ils vont essayer, par cette douleur qu'ils créent dans les bras, d'enlever la douleur dans la tête. Ils vont se dépenser, ils veulent pas penser. Et j'avais une petite patiente qui m'avait dit, moi je me fais mal au bras pour pas avoir mal à la vie. Donc, quand on remarque ces choses-là, il faut aller avec son enfant. Il ne faut pas le gronder, c'est pas une bêtise, mais il faut aller avec son enfant chez le psychiatre, ça vaut la peine. Alors, il voit avec nous les actualités à la télé et nous pose des questions, comment parler de l'actualité de la guerre aux enfants. Oui, alors, vous voyez, vous parlez de la télé en France, je ne vais pas faire la même réponse que je faisais en France. Quand j'étais au maternel, j'avais tendance à dire qu'il fallait filtrer beaucoup, dire que c'était quelque chose de très lointain, parce que ce qui va beaucoup inquiéter les enfants, c'est l'identification. C'est-à-dire, est-ce que ça peut m'arriver à moi maintenant? Donc ça, c'est la première chose. Ou alors à mes parents. Ça, c'est la deuxième chose. Donc l'idée, c'était de les rassurer sur le fait que tout ça
même si ça fait peur, même si tu nous vois très impressionnés devant la télé, ça reste lointain, ça reste exceptionnel. Donc mettre ce filtre-là. Ici en Israël, on est obligé de donner une info un peu plus inquiétante et un peu supplémentaire à nos enfants. Parce qu'on sait bien qu'il va y avoir des sirènes dans les 2-3 ans au minimum, on n'espère pas, mais il faut être un peu réaliste. Donc on est obligé de les préparer un peu mentalement à une affaire comme celle-là. Donc on est obligé de rentrer un peu plus dans les détails. Alors, soit il y a une actualité qui fait qu'on sait que ça va arriver, donc il faut amener la conversation et essayer de leur expliquer ce qui se joue, leur expliquer que ce n'est pas eux personnellement qui sont visés parce que les enfants, ils sont au centre du monde et c'est aussi pour ça qu'ils ont tendance à culpabiliser de tout. C'est qu'ils imaginent qu'ils sont au cœur de tout. C'est-à-dire, c'est moi qu'on veut taper ou c'est peut-être parce que j'ai fait une bêtise que ça va tomber sur nous. Donc déjà, il faut leur expliquer que c'est quelque chose qui les dépasse complètement et qu'ils ne sont pas particulièrement visés par ça. On a la chance d'être dans un État qui est fort, qui protège les enfants, et ça, il faut bien leur dire que c'est un État qui est fort, qui les protège, et que même si il peut y avoir des moments de stress, ils sont dans une sécurité relative bien réelle. D'accord. Une petite dernière question. Mon aîné est fou de jalousie du petit, comment gérer? Oui, alors, les parents me disent souvent comment ça se fait qu'il soit si jaloux, etc. C'est normal. Un enfant, spontanément, il ne veut pas partager. Si vous mettez deux petits dans une pièce avec un gâteau gigantesque 10 fois leur taille, ils vont s'entretuer pour avoir le gâteau pour eux seuls. Ils ne vont pas vouloir le partager. Donc c'est l'éducation qui fait qu'on apprend à partager. Donc que l'enfant soit jaloux, c'est normal. Et déjà, il ne faut pas le culpabiliser de cette jalousie. Il faut lui dire non, tu as le droit d'être jaloux, je la reconnais chez toi, comme moi aussi je pouvais être jaloux. Ça c'est important parce qu'après la culpabilité, ça va générer d'autres symptômes et éventuellement des angoisses. Donc on reconnaît qu'il peut l'être, qu'on connaît ce sentiment. Après, on essaye de le rassurer, évidemment, sur l'équité, mais ça, les parents le font beaucoup. Mais ce qui fait beaucoup de bien aux enfants, c'est de prendre des temps seuls avec eux. Très souvent, les grands sont très jaloux parce qu'ils ne voient pas le bénéfice d'être grands. On leur dit beaucoup, bon, allez, laisse ça à ton petit frère, lui, il est petit. Ou alors, écoute, toi, tu peux plus prendre la tétine, t'es quand même un grand. Mais en fait, on leur présente grandir comme une perte. Il n'y a rien de bien. Je perds le fait de pouvoir prendre la tétine, de venir dormir avec papa et maman, de faire des caprices. Le petit vient prendre un truc, il faut que je sois grand et que je partage. Où est le bénéfice de grandir? Eh bien, le bénéfice de grandir, ça va être d'avoir des relations plus grandes à l'extérieur avec mon parent. Je sors seul avec mon papa faire quelque chose. Je sors seul avec ma maman faire quelque chose. Donc ce temps qualitatif, eh bien, il va l'associer au fait que lui, il grandit et on laisse, tu vois, on laisse le petit à la maison. Et donc ça va l'aider un petit peu à apaiser sa jalousie. Mais il faut accepter que les enfants seront jaloux. Très bien. Merci, Dr Lara. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va passer. Alors, on fête l'anniversaire d'Israël. Chaque année, Yom Ha'atzmaut est un rendez-vous, alors vraiment très très populaire en Israël, un moment de communion assez particulier. Et Audrey, dites-nous, c'est important de célébrer les grandes dates? Oui, et alors moi ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est aussi l'occasion de parler de la célébration tout court. Et bon, je reviens avec mes petits sujets sur les objectifs et les réussites, etc. Et il y a quelque chose qui peut se passer quand effectivement on prend le temps de se dire, voilà, là j'ai fait quelque chose de bien, j'ai réussi un truc, et ben je vais marquer le coup. Et je vais noter que j'ai réussi à atteindre tel et tel objectif, j'y arrive. Et en faisant ça, ça va activer une sorte de circuit de récompense comme ça. Et petit à petit, on va gonfler notre motivation. Alors pourquoi pas, après tout, se réjouir de réussir et de faire bien les choses. Bah alors du coup, ça va peut-être, ça va montrer qu'on a réussi, ça va peut-être apporter l'œil, comme on dit souvent ici. Oui, il y a beaucoup de personnes comme ça qui veulent pas trop dire quand ça se passe bien dans leur vie, quand ils sont contents, quand ça. Mais en fait. C'est la superstition. Ouais, il y a des superstitions là-dedans. Comme on se dit, attention, si tout va bien, il y a un truc qui va déconner derrière, ou il va m'arriver une tuile. Je pense que là-dessus, on peut se tranquilliser. Je sais pas, Lara, monsieur, docteur, vous pourriez peut-être en parler, mais. Il y a quelque chose qu'il faut changer par rapport à ça. Notre intention de célébrer, on n'est pas là pour s'afficher et montrer « Ah bah regardez, moi je m'éclate et vous êtes tous des nazes ». C'est pas ça le but, c'est de dire voilà, en rassemblant mes amis, des gens autour de moi, je vais célébrer quelque chose et c'est finalement très humble de se dire voilà, je suis tellement content de ce qui m'arrive que je suis en mesure de le fêter. Exemple, les anniversaires, 40 ans, on fête ses 40 ans. Ah, les anniversaires, ça c'est un vrai sujet. Ah ouais, alors, Ça, moi, les anniversaires. On a le droit de fêter ses 40 ans par exemple. Mais alors oui, moi, en général, moi, après un certain... Alors au début, quand on est petit, moi, on fait... c'est bientôt. C'est bientôt. Ouais.
Les 40 Moi, c'était Voilà. hier. C'était où, c'était... Non mais attendez, déconnez pas, je veux toutes les dates parce que c'est hyper... Continuez. Bon, alors déjà, les anniversaires, je sais pas, on pourra peut-être en parler après avec Rav Benarouche, mais on en parle déjà dans la genèse. Donc c'est pas un truc comme ça, juste une mode, on est en train de s'amuser. Qu'est-ce qui se passe quand c'est notre anniversaire? C'est plus qu'une coutume, c'est vraiment un moment où on peut profiter pour se gonfler de confiance, et puis réorienter nos désirs et nos envies pour la suite. C'est un moment aussi où on va du coup... Ce qui est assez chouette, c'est de mettre un peu de conscience sur le souhait d'être là, le plaisir d'être incarné. Si à chaque fois qu'on avait un bon anniversaire sur Internet, on n'arrête pas de dire à tout le monde bon anniv, les WhatsApp, les machins, etc. Mais attends, c'est super, je te souhaite ça, je te souhaite plein de bonheur, je t'aime, c'est des occasions de démonstration. C'est un peu un Rosh Hashanah personnel. C'est exactement ça, mais oui, et c'est complètement ça. On est en train de prendre conscience de notre chance d'être incarné, d'être sur cette terre, et on prend conscience de notre valeur. Et puis quelqu'un qui va te dire, bah, t'es important pour moi, je pense à toi, je te dis bon anniversaire. C'est hyper important. Si on le banalise et on le laisse super léger, ça peut être très superficiel, mais finalement, si on y met de la conscience et un peu de l'intention et qu'on prend le temps de se faire plaisir ce jour-là, de voilà, vraiment Est-ce que c'est un prendre soin de peu nous. comme un bilan? C'est complètement comme un bilan. bilan. Ben oui, c'est le moment où on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette année? C'est le moment aussi où on fait souvent une photo de tout ce qu'on a fait cette année-là. Et d'ailleurs, plus on va marquer le coup de manière originale, sympa, et plus ça va être chouette de le partager avec les autres. Puis ça va nous permettre aussi de nous resituer dans le temps. Si on se dit, ah ouais, tiens, mais ça, c'était mes 25 ans, j'étais avec Bidule, machin, on a fêté ça, c'était génial. On va mieux réussir à tracer et à dessiner le fil de notre vie. Et ça, je trouve ça super important. Alors j'ai une question, si on organise pour quelqu'un un anniversaire surprise, par exemple, il n'a rien demandé, d'un seul coup... Je pense que là, je ne suis pas objective sur le sujet, j'ai un problème avec ça, je vais en régler. Vous n'avez pas des surprises? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui détestent les surprises. La date d'anniversaire, qu'est-ce qu'il y a de plus attendu qu'un anniversaire? Il y a une date précise. Donc amener de l'inattendu, on essaye de le faire avec les cadeaux, on dit pas trop, voilà, il y a toujours on cherche l'inattendu finalement dans l'anniversaire. Donc la surprise, oui, pourquoi pas. Et puis en général, on l'organise pour ceux qui justement ne veulent pas le fêter. Donc c'est aussi, ça prouve bien que c'est aussi le moment où on va regonfler. En général, si tu regardes bien, ceux qui organisent les surprises, c'est ceux qu'on rêve. Mais qui rêvent qu'on leur en organise et ça marche jamais. Mais tu te rends compte l'effort que ça nécessite, l'imagination, c'est créatif. Et en même temps, quand on reçoit ça, bah franchement, c'est un gros shoot d'amour et pourquoi pas s'en priver. Alors après, pour ceux qui sont pas très doués pour recevoir les surprises parce qu'ils ont plus d'imagination que vous et que forcément ils seront déçus, et ben pour eux, il faut pas hésiter à amener de la surprise dans ce qui est déjà organisé. Pourquoi pas? Ça peut être autrement qu'on peut les surprendre par le cadeau, par quelque chose qui s'organise pendant. Mais ça peut paraître très superficiel, mais je peux vous assurer que les dates anniversaires, les vôtres, ou ça peut être des anniversaires pas forcément de votre naissance, mais tout, c'est le moment de faire un point, c'est le moment de redéfinir qu'est-ce qu'on a envie pour l'année prochaine. On fait une photo de l'année et je trouve que c'est assez intéressant d'en profiter. Et on le voit bien, le partager avec les autres, c'est tout de suite génial. Là, on voit pour Yom Ha'atzmaut, voilà, on va se t'offrent des cadeaux, quoi. Et des cadeaux, mieux quand même, ouais. C'est bien, oui. Et puis il y a un portail qui s'ouvre, quoi, où on fait plein de souhaits et il ne faut pas les faire dans l'air. Ça vaut le coup de bien les identifier et de se souhaiter plein de trucs chouettes. Moi, je trouve ça assez sympa. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Nataf. C'était bien. Là, c'était simple. C'était vraiment trop bien. percé. Non, on va faire un point sur le système de santé avec vous, Josrienne, docteur. Alors, il va falloir être synthétique, parce que c'est quand même une grosse histoire. Alors, on va essayer de parler d'historique. On parle de l'histoire d'Israël. Là, donc, d'où ça vient? Quelles sont les origines du système de santé ici? Alors c'est vrai que le système de santé en Israël est un peu complexe. J'ai pour coutume de dire qu'on reconnaît une société à la manière qu'elle a de traiter les personnes âgées, à la manière d'éduquer ses enfants et à la manière de soigner sa population. Eh bien, le système de santé israélien est intéressant à cet égard. Alors, rapidement et sans trop prendre de temps, juste un petit historique sur les systèmes de santé et les origines du système de santé. Vous avez deux grands systèmes de santé. Le système de santé allemand, c'est Bismarck, et le système de santé anglais, c'est Beveridge. Et là-dedans, prenons un système de santé que tous nos auditeurs connaissent bien, c'est le système français. C'est un système qui se rapproche du système de Bismarck, c'est-à-dire que c'est un système de solidarité, essentiellement fondé sur la solidarité.
C'est intéressant, j'ai eu la chance, pour une anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer il y a de nombreuses années, de l'interviewer, de faire un film et de faire des articles avec lui, le père de la sécurité sociale française. Un type génial, type Pierre Larocque, qui avait rejoint le général de Gaulle en 1942. Et il a fait en 1942 les fondements, il a écrit les fondements de la sécurité sociale française, qui reste une des plus grandes aventures de solidarité humaine. Donc dans ce domaine-là, où se situe le système de santé israélien, il serait beaucoup plus proche du système de Beveridge, du système anglais, qui est un système, on va dire, socialisant. Il ne faut pas oublier l'origine de l'État d'Israël, avec la création des kibbutz, des kibbutzim, des moshavim, mais aussi avec l'idéologie dominante de l'époque, et où le système de santé correspondait à cette image-là. Il a heureusement évolué. En tout cas, il a donné naissance à l'époque à un système un peu rigide, très rigide même, avec un seul syndicat qui était la Histadrout, mais qui s'occupait en même temps de la santé. Les choses ont beaucoup changé en 1995, mais on en parlera si vous voulez. Voilà, grosso modo, quelle est l'origine du système de santé israélien, qui, par ailleurs, est un système intéressant. Alors, à quoi ont droit les assurés, de manière générale ? Voilà. C'est un bon système de santé. Puisque c'est l'anniversaire de l'État d'Israël, on va quand même donner quelques bonnes nouvelles. Oui. C'est un bon système de santé. Pourquoi ? Parce que il a été... vous savez qu'il y a des auditeurs dans le monde, entre autres, il y en a deux qui sont très importants dans ce domaine, c'est l'OCDE et c'est Bloomberg. Donc l'OCDE, qui est quand même plutôt rigide, classe le système de santé israélien 9e dans l'échelle des systèmes de santé, dans la qualité des systèmes de santé. Bloomberg, lui, va beaucoup plus loin et classe le système de santé israélien en 4e position. Très intéressant. Mondial, après Hong Kong, après Singapour et après le Japon. Et ça se fonde sur l'espérance de vie, sur le coût dépensé par habitant, sur la planification familiale, la nutrition et l'aide d'urgence. Et la France, c'est combien ? Assez loin. Ouais, assez loin. Mais il y a des raisons, il y a des explications. La Grande-Bretagne est 14e, système de Beveridge. Les USA sont 46e, parce qu'on a empêché Barack Obama de réussir sa sécurité sociale. Et pour finir justement sur ces chiffres, je n'ai pas voulu volontairement vous abreuver de chiffres, la durée de vie en Israël est importante par rapport à l'ensemble des pays africains et du Moyen-Orient, et même en Europe, elle est de 81,8 ans. Ce qui est une très bonne statistique. Voilà donc pour la bonne nouvelle. Hein, réjouissons-nous. En avançant un tout petit peu, comment on peut s'assurer et où, en essayant d'être assez pratique ? Alors, en étant pratique, il faut essayer de comprendre quelque chose. C'est que l'articulation générale du système de santé en Israël, loi 1995, a stoppé le monopole d'une coupatrolie. Maintenant, il y en a 4. Ça passe par le ministère de la Santé qui délègue au Bitoach Leumi, qui correspond à la sécurité sociale en France, c'est-à-dire le relevé des cotisations, qui ensuite va être redistribué à 4 coupatrolimes, c'est-à-dire les caisses primaires d'assurance maladie. Il y en a 4, c'est la Clalit, la Maccabi, Meyochedet et... Leumi. Bravo, voilà. Et c'est dans l'ordre, de toute façon. Clalit première, Maccabi deuxième, etc. Voilà. Deuxième encore, en termes d'abonnement Alors, ensuite, après, vous allez avoir l'obligation de vous abonner. Vous pouvez le faire à la sortie de l'avion, ou dans l'avion même maintenant, quand vous faites votre alia. C'est assez facile, vous pouvez aussi aller à un bureau de poste et prendre cet abonnement qui est obligatoire, obligé de le dire. C'est un système de santé qui est obligatoire pour tous les Israéliens. Okay. Et il permet ainsi de bénéficier d'un certain nombre de prestations qui sont définies chaque année dans ce qu'on appelle le Sal Briout. C'est-à-dire c'est un panier de prestations qui comprend des médicaments, mais pas que, et qui chaque année est redéfini en rajoutant de nouvelles spécialités. Alors comment cela fonctionne ? Eh bien, à partir du moment où vous êtes inscrit à votre... Vous avez une carte magnétique, vous allez donc... Chez le médecin. Alors vous avez un petit conseil, des informations pratiques. Vous avez 3 types de médecins chez qui vous pouvez aller facilement, sans prendre de rendez-vous particulier. Ouais. C'est le médecin généraliste, le gynécologue et le pédiatre. Pour tous les autres, il va falloir aller voir votre médecin de famille qui, lui, va vous donner un papier qui s'appelle une Afnaya pour vous permettre de prendre rendez-vous avec le spécialiste de votre choix. C'est un peu, vous en avez d'ailleurs parlé il y a quelque temps dans votre émission avec beaucoup de talent. Et donc, on va avoir cette obligation... C'était moi, ça ? Oui, c'était vous. Je crois que c'est vous qui avez abordé ce sujet. Ah oui, c'est
Et donc ça, c'est la FNAIA. De la même manière, vous avez quand même le TOFES-Schweizerei, le TOFES 17, qui est un papier que vous devez avoir obligatoirement pour pouvoir continuer à avoir d'autres soins, c'est-à-dire les soins d'urgence et les soins de consultation à l'hôpital, etc., etc. Donc c'est un système qui est quand même encore un peu rigide, qui reste encore un peu lourd, mais qui fonctionne qui globalement bien. Fonctionne. C'est culturel, les Israéliens sont nés avec. Nous avons eu du mal à comprendre ça. Nous avons eu du mal à rentrer là-dedans, et encore aujourd'hui, il y a des difficultés. D'où aujourd'hui une petite révolution, c'est ce que j'appelle la santé en français. Bah voilà. Oui. Ah bah oui. Les choses ont quand ça même intéresse bien nos changé. téléspectateurs quand même. Oui, mais c'est pour ça que je vous avais promis qu'au-delà du cours de santé publique, je vous parlerai aussi d'aspects pratiques. Alors il y a aujourd'hui un grand nombre de sites en français, donc, qui parlent du système de santé et qui aident beaucoup les OLIM. Un site qui est excellent, c'est le Santé Israël, santé.org.il. Tel-Aviv.com est un bon site. Vous avez également Tinokland, vous avez Saphir, vous avez le site de l'agence juive jewish.org qui n'est pas mauvais, un autre site qui s'appelle alia.fr qui donne de très bons renseignements. Et alors je crois que chaque caisse a un représentant francophone. Parce que moi la mienne, je suis folle, elle est incroyable. J'y arrive. Exactement. Et vous avez aussi, et ça c'est très intéressant et c'est nouveau, les 4 Coupotrolim ont fait un effort et ont maintenant sur leur site internet la page en français. Donc avec toutes les explications, même Maccabi, c'est pas tout à fait en français, mais il y a une traduction en haut qui permet d'accéder à. Et puis en appelant ces sites, en appelant ces Coupotrolim, vous avez des interlocuteurs en français qui peuvent vous aider. Moi, et qui peuvent, la Clalit à Tel Aviv, c'est Sandra, elle est incroyable, elle règle tout, elle connaît tout super important bien. Quand même, d'avoir... Elle est hyper sympa. Et alors quand on fait son alia et qu'on n'a pas que ça comme problème, elle pour le coup, elle a vraiment fait taire tous les stéréotypes de tu vas voir, c'est une galère, tout. Elle simplifie tout, elle explique super bien et elle aide dans tous les cas. Et il y a la Clalit, il y a... Il y a le pendant chez Maccabi, il y a le pendant chez les autres. Chez Maccabi, chez Miochelet et chez Louis, c'est exactement la même chose. Donc ces pages en français vous permettent quand même d'avoir plus rapidement... Je voudrais juste, si vous permettez, rajouter quelque chose qui est très intéressant, que j'ai trouvé sur le site Santé Israël. C'est 2 informations importantes. Il existe 2 numéros de téléphone. Un qui s'appelle Kol Habriout, la voix de la santé, c'est le 5400, et où vous avez tous les renseignements nécessaires pour comprendre les secteurs d'activité du ministère de la Santé. Ça, c'est un. Et un deuxième qui est encore plus extraordinaire, c'est le étoile 5144. C'est un service gratuit de traduction par téléphone. C'est-à-dire que l'interprète traduit au fur et à mesure la conversation entre le médecin et le patient. Et c'est gratuit ? Et c'est gratuit. Voilà. Là, il y a beaucoup de Français maintenant. Vous trouverez tout ça sur le site de l'émission et puis de toute façon, on pourra... Bravo. Voilà, il y a aussi quelque chose que je voudrais vous indiquer, c'est en français, toujours sur les sites, tous les numéros d'urgence existants en Israël et vous avez des numéros d'urgence auxquels on ne pense même pas, vous verrez. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Josrienne, docteur Josrienne. On se retrouve dans un instant avec nos invités, la chanteuse Shirel qui est avec nous, le Rav Yoel Benarouche et nos chroniqueurs talentueux. À tout de suite. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire ? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit.
De retour dans Bienvenue chez vous, on fête l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. C'était le 14 mai 1948, une indépendance proclamée par Ben Gurion. On va fêter ce beau pays avec nos invités, nos chroniqueurs qui sont tous venus ici de France pour vivre ici l'aventure israélienne et retrouver le peuple juif sur sa terre. Et moi j'ai envie de vous parler de quelqu'un. C'est une chanteuse emblématique pour nous tous, une femme libre avec un franc-parler. Elle est une des meilleures ambassadrices d'Israël sur les plateaux télé en France, notamment. C'est surtout une voix, une ravissante artiste, compositeur et interprète. On a la chance de l'accueillir sur ce plateau, Shirel. Vraiment, on est vraiment ravis de vous accueillir. Mais on a une autre surprise. Oui. Vous connaissez un peu. Oui. C'est le plus artiste des rabbins, le plus rabbin des artistes. Il met de l'art dans la Torah, de la Torah dans l'art, kabbaliste, disciple du Rav Kook, mais aussi orateur de talent. Yoël Ben-Arouche est là. Bonsoir. Ah, c'est vraiment... on a un joli plateau ce soir pour fêter Israël. Très contente d'être là. Vous connaissez ce monsieur? Très bien. J'ai cette chance. Je lui pose souvent des questions. C'est vrai? Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vivre ici en Israël, Shirel? Moi, je suis arrivée à 18 ans. J'ai fait mon aliyah en 96. J'ai 40 ans. J'ai entendu parler des anniversaires. J'adore mon anniversaire. Et j'ai fait ce choix parce que je pense que j'avais besoin de retrouver mes racines. J'avais un besoin de, comment on dit, shayahout, d'appartenir, et d'appartenance très fort, qui est toujours en moi d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait mon aliyah seule, où il y avait personne avec moi. Et j'ai en fait, depuis cette aliyah, il y a toute ma famille, mon oncle habitait déjà là, mais il y a toute ma famille au grand complet qui habite ici depuis 20 ans. Donc vraiment c'est extraordinaire, c'est un miracle parce que pour une famille de 15-16 personnes avec maintenant les enfants, les petits-enfants, on habite tous là. Mais j'ai eu ce déclic un soir au Rov HaYehudi à Jérusalem, donc dans le quartier juif. Et là, j'ai vu tous ces jeunes parler en hébreu et j'ai dit, je veux faire partie de ça. C'est ça que je veux, moi. Et je suis partie juste après mon bac, une semaine après mon bac, j'ai tout laissé. Et voilà. C'est vrai que je me suis convertie aussi. Et je viens d'apprendre que je n'avais pas eu besoin de me convertir parce que ma mère est juive. Et que donc maintenant, elle aussi, elle a envie de faire son aliyah. Donc c'est assez extraordinaire. Jean Manson. Elle est juive. Comment vous l'expliquez? On l'explique très simplement, parce que ma grand-mère, qui vient de nous quitter la semaine dernière, elle était juive de Pologne et elle ne le savait pas. Vous l'avez su comment? Donc en fait, c'est un retour double, puisqu'on a donc toute une pente d'une famille qui était juive, et maintenant une sœur aussi, que vous connaissez, Marianne et qui qui vous a rejoint en Israël. Voilà, aussi. qui m'a rejoint. Et ma mère qui maintenant parle l'hébreu et lit l'hébreu. Et qui vit là? Et qui va venir petit à petit s'installer. Ah, donc votre sœur vous a suivi, votre mère va vous suivre, et d'autres encore? C'est formidable. Ah, c'est un vrai retour. Voilà. Donc c'est ça l'aliyah pour moi. Très beau, très beau. Le Rav Yoël Ben-Arouche que vous connaissez, vous aussi vous avez une petite histoire de votre aliyah, racontez-nous, elle est... Tout d'abord, il faut dire que ça s'inscrit, ce que vient de dire Shirel, dans un verset, Veheshiv lev avot al banim. C'est-à-dire que les parents reviendront après les enfants. C'est-à-dire que ce sont les fruits qui ramènent l'arbre. C'est la descendance qui va ramener la source, et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre jeune État, dans notre vieux pays. Parce qu'il faut faire la distinction entre l'État d'Israël qui a 70 ans et la terre d'Israël. Et là, on rentre dans un domaine qui est énorme. Et moi, qui suis né en Israël, j'ai fait en fait l'inverse, une parenthèse en France, juste pour venir sur ce plateau parler en français. Et merci d'ailleurs. Et très bien d'ailleurs. Et revenir sur ma terre en 93, donc ça fait à peu près 25 ans que je suis revenu, et comme je crois tous ceux qui sont ici, avec un grand bonheur et la sensation d'avoir fait le pas au moment le plus important de mon histoire. L'hébreu, c'est compliqué. Vous avez appris l'hébreu facilement? Je crois que oui, parce que je suis arrivée à 18 ans après le bac, donc c'est un peu facile, parce qu'on vient de sortir du bac, on est tout le temps en train d'étudier et tout, et puis
J'avais aussi l'anglais, je suis américaine, donc et puis je sais pas, ça m'est venu. L'oreille, une chanteuse. L'oreille, c'est vrai que l'oreille c'est très très important, mais ça m'est venu assez facilement. Mais j'ai toujours gardé et conservé mon accent parce qu'on peut pas faire autrement. Oui, mais je rebondissais surtout sur l'idée de parler l'hébreu parce que c'est très très important de revenir en Israël, mais avec l'hébreu parce que c'est pas la même histoire. De revenir en français comme nous on le fait avec un autre hébreu. On n'a pas la sensation d'être vraiment israélien, en tout cas, alors qu'on l'est, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une double traduction dans le mot langage en hébreu. Il y a la safa et il y a le lachon. La safa, c'est les lèvres, sfataim. C'est-à-dire c'est quelque chose d'assez superficiel. Mais le lachon, c'est la langue, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, quand on comprend le lachon d'une nation, on comprend son identité en réalité. Et c'est pas seulement savoir parler l'hébreu, c'est savoir vivre au rythme de la neshama de cette nation sur sa terre. Et ça, c'est déjà la lachon. L'hébreu est une jolie langue qui dit plein de choses. Alors, ce qui me vient en tête quand vous parlez de la langue, c'est que on peut, si on ne se sent pas israélien quand on n'a pas la langue, c'est qu'on considère Israël comme un pays comme les autres, comme un État comme les autres. Et je pense que moi, c'est ma sensation, c'est qu'au moment où j'arrive ici et où j'ai ma carte d'identité israélienne, je me sens israélien autant qu'un autre. Et parce que c'est le cœur à mon sens, c'est le cœur du sionisme. C'est la raison d'être de cet État, c'est de faire que ceux qui arrivent sont chez eux tout de suite. Et j'ai toujours un peu de mal quand j'entends on n'est pas intégré, etc. Il faut essayer d'aller le mieux possible dans une société dans laquelle on évolue, mais il faut aussi transmettre à nos enfants qui sont israéliens à partir du moment où ils mettent les pieds ici. Judith. Je suis d'accord, mais j'insiste quand même, et je suis toujours la première à dire qu'il faut déculpabiliser les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne parlent pas hébreu. Mais quand même, moi, je ne vais pas dire il faut apprendre l'hébreu, je vais surtout dire il faut arrêter d'être français dans ce besoin de réussir. Il y a un vrai besoin d'avoir une bonne note quand on est en France. Exactement. On a un système hyper scolaire en France. Et donc, forcément, souvent, les gens ne parlent pas bien l'hébreu, les Français qui arrivent, parce qu'ils n'osent pas. Ils se disaient si je plonge dans le bain et je me retrouve comme un con, parce que c'est ça l'expression, c'est se retrouver comme un con et pas comprendre ce qu'on va me dire. Et je vais pas avoir le bon mot, et je vais pas faire une belle phrase, et je vais être dans l'erreur, et ben du coup je vais foirer. Et ben foirons, parce que c'est ça être israélien, et on se relève encore mieux. Et il n'y a pas que les Français qui se foirent, il y a les Russes, il y a tout le monde. En plus, on a du mal à s'autoriser à parler tant qu'on ne sait pas bien tout, tant qu'on n'a pas tout appris. Et elle est là l'erreur, elle est de pas accepter. C'est comme pour chanter, il ne faut pas attendre de chanter quand on chante juste, il faut tout le temps chanter. Exactement. Parce que chanter, c'est à la portée de tout le monde. Il faut chanter, même quand on chante faux, c'est chanter, c'est bien. Moi, je dis à mon fils qui m'a dit exactement ce que m'a dit Judith. Il m'a dit, moi, parfois, je n'ose pas trop parler avec leurs expressions parce que j'ai l'impression de ne pas être crédible. Et qu'on va me dire, mais tu te prends pour un Israélien. Alors, je dis d'abord, tu es Israélien, chérie, mais surtout, si toi, tu étais en France et qu'il y avait un Israélien qui était venu vivre en France et qui faisait un effort avec des expressions françaises, est-ce que ça te viendrait à l'idée de lui dire, tu te prends pour un Français? Tu trouverais que c'est charmant, même s'il se trompe un peu, qu'il ait fait cet effort. Donc, les Israéliens, ils ne nous regardent pas comme des gens ridicules qui voudraient faire comme eux. Ils voient nos efforts comme une volonté de bien fonctionner dans ce pays. Il y a quelque chose en plus de la logique, c'est que l'hébreu, ça résonne dans notre âme, donc on n'a pas besoin... Enfin, bien sûr qu'il faut aller l'apprendre, il y a tout l'aspect technique, mais on est connecté à cette... on me dit toujours que comme je suis revenu, j'ai quitté, j'avais 5 ans et je parlais l'hébreu, je suis revenu sans rien, sans hébreu, ni aleph. On me dit, t'inquiète pas, c'est dedans, c'est dans ta tête. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est dans ton âme. Oui, sûrement alors. Ah oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé, je voulais parler à mes enfants, même si j'avais le français, je voulais leur parler en hébreu depuis qu'ils sont nés, parce que je voulais que leur lachon, justement, ils soient d'abord en hébreu, après ils apprendront le français, ils parlent très bien le français. Je sais que c'est une marloquette, mais pour moi c'était important, important pour moi que leur intérieur était d'abord et avant tout en hébreu. Une langue maternelle en hébreu. Oui. Je voulais juste dire que en fait, on regarde nos petits problèmes qui sont des problèmes réels, mais dans une vision globale, c'est un retour à la source. Nous sommes tous issus de cet endroit, de cette langue, de ce langage, de ce peuple, et après une longue histoire dans l'histoire, nous sommes en train de revenir à la maison. Donc d'une manière ou d'une autre, les choses vont se fondre et les petits-enfants, qui sont en réalité les fruits
de tout ce que nous sommes aujourd'hui, ça valait le coup parce que ces fruits-là vont être complètement dans la source initiale. J'aime bien l'idée du son du chauffard. Pourquoi on t'a fait l'Alia? On me pose la question. Je dis, j'ai entendu le son du chauffard qui m'a dit de revenir à la maison. Comme un vrai son. C'est un son qui te dit lech lecha, qui te dit va vers toi. Et on ne sait pas pourquoi, puisqu'on est on se demande pourquoi on a fait l'Alia quelquefois. On se dit, mais qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? On était là, on avait un travail, on travaillait là, et puis pourquoi? C'est un retour vers soi. On a l'habitude de dire lech lecha, va pour toi, va vers quelque chose, mais en réalité, lech lecha. Reviens vers ce que tu es dans ton essence. Et c'est ça notre retour ici. Je disais tout à l'heure à mon ami, regarde cette jeunesse, il y a personne ici qui dépasse un certain âge. La majorité de ce peuple d'Israël et l'Israël naissante, renaissance, est en réalité remplie de jeunesse et de force. Et on parlait tout à l'heure de date anniversaire. L'anniversaire, c'est toucher à la graine. Exactement. C'est toucher au début, c'est toucher à la possibilité de refaire pousser un arbre un petit peu plus droit cette année que ce qu'il était l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on doit marquer cette date. Par Yom Ha'atzmaut, c'est une énergie de base, de source. Yom Ha'atzmaut, c'est important de la fêter. Yom Ha'atzmaut, c'est tout simplement le but même du retour d'Israël sur sa terre. Vous savez, il y a deux façons de voir ce retour. Ou bien des Juifs qui se déplacent et qui viennent habiter ici, mais ce n'est pas ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande d'avoir une souveraineté sur cette terre, c'est-à-dire pas seulement de venir à Eretz Israël, mais de fonder une Médinat Israël. Et la Médinat Israël qui se trouve dans Eretz Israël, ce sont les mesures, c'est le cli, c'est l'ustensile dans lequel le Eretz. Vous savez d'où vient la racine du mot Eretz? Du mot Ratson. Je veux. Mais je veux quoi? Eh bien, vous décomposez le mot Eretz en Ratz. Il court vers le Aleph. Eretz. Il court vers l'essence, vers la première lettre. Vers le tsinor. Qu'est-ce qui nous fait courir? Le mot Eretz, c'est courir vers. Qu'est-ce qui nous fait bouger dans la vie? Qu'est-ce qui nous anime dans notre vie? C'est ce devoir, c'est ce besoin de retrouver l'essence, le Aleph. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est en faisant une Médina. Médina, ça vient du mot din, c'est-à-dire il y a des mesures, il y a une infrastructure, il y a des routes, il y a quelque chose de concret. Tu ne peux pas venir ici et vivre de l'amour que tu as pour la terre. C'est important l'amour pour la terre, mais il doit s'habiller dans une structure réelle de vie. Judith? Je vais dire un truc un petit peu surprenant, donc je préviens à l'avance, comme ça, voilà. Tu peux entendre quand même, quand tu entends des choses comme ça peut justifier en partie un tout petit peu les détracteurs de l'État d'Israël et du sionisme. Parce que rendez-vous compte quand même du puits d'excitation que ça peut procurer à des gens ce qu'on vit. C'est-à-dire revenir, il y a une terre qui te fait vibrer quelque part, où tout le monde est plein d'énergie, où il y a vraiment un bouillonnement. Tout le monde n'a pas ça pour un pays, tout le monde ne ressent pas ça. Les seules personnes pour qui moi j'ai vu ressentir ça peut-être dans notre enfance, c'est certains enfants issus de l'immigration maghrébine qui disaient « je retourne au bled cet été ». Et ben moi, je les enviais, il y avait quelque chose qui se passait là-bas, quelque chose qui bouillonnait, qui était à eux un puits de... Et c'était presque même un peu secret. Et je pense que ce qu'on vit, ce qu'on partage avec ce retour vers Israël, ça peut créer énormément de questions, énormément presque d'envie, presque de jalousie peut-être aussi. Alors bien entendu, je ne justifie pas, mais je dis juste, il faut qu'on soit conscient de notre chance d'avoir ça, parce que les gens n'ont pas ça. J'ai jamais entendu dire, on va revigorer la Gaule, ça va... Non, tu vois, il n'y a pas ça, tu vois. Il manque ça d'ailleurs dans certains pays d'Europe. Et on a ça pour Israël, ce qui est formidable. Vous sentez ça, Chirel? Toujours cette joie d'être ici en Israël, chaque jour, chaque matin? Chaque jour. Ouais. Chaque jour. Mais moi, mes enfants me disaient, c'est quoi ton rêve? J'ai dit, j'ai accompli mon rêve, c'était de venir ici. Et pourtant, j'avais une belle carrière, plein de choses, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Il n'y a pas, en fait. C'était dur de quitter ce Star System de France à ici? Non, parce que j'ai grandi dans le Star System, donc je savais qu'en fait, c'était faux. C'est pas pour de vrai tout ça. Même là, ça, c'est pas pour de vrai. Ouais. C'est très beau. Hein, mais... la différence, c'est qu'on fait en Israël. Oui, c'est vrai. Déjà, on est plus proche de la vérité. Les sages nous disent quelque chose de très important au niveau anniversaire, c'est que tant que tu n'es pas né, le monde n'avait pas besoin de toi. Mais une fois que tu es né, le monde ne peut plus sans toi.
d'où la mission de vie et d'où on refait le bilan, on voit ses objectifs, on va voir qu'est-ce qui se passe par là. C'est pas une business, c'est hyper relié à plein de choses. Enfin, voilà, on le dit pas avec les mêmes mots, mais c'est la même intention. Et effectivement, si on est là, c'est pas pour rien. On a chacun quelque chose à accomplir. Et plus vite tu vas voir ce que c'est, et plus vite tu es dedans, et plus tu as de chance d'être bien pour toi et pour les autres. Mais c'est vrai que je pense aux gens qui nous regardent et qui sont en France, et je me dis, on m'avait toujours dit que c'est quand Israël t'appelle. Alors c'est un moment très précis en fait, et c'est pas le même pour tout le monde. Voilà, moi j'avais 18 ans, toi tu es revenu. Chacun il a son histoire et chacun se rappellera aussi de son déclic. Donc ça vient de toutes les manières. Je pense après on sait pas quand. Lorsque tu grimpes de ton monde individuel pour ressentir la notion de nation. Et lorsque tu montes à cette notion de nation, tu entends ce son du chauffard. Tu ne peux pas l'entendre tant que tu es individu. Dès que tu t'élargis, que tu t'ouvres à ton peuple, tu commences à entendre le son de ce grand chauffard. Alors moi, ça me fait ça à Yom Ha'atzmaut, quand je les vois tous en train de faire leur barbecue, etc. On ressent quelque chose. Comment vous vivez? Mais est-ce que ça ne sera pas un jour, dans 2000 ans, ils fêteront ça comme Yetziat Mitzrayim, comme quand on fait... C'est Yetziat Mitzrayim. Il est dit clairement oui, mais que... c'est un Pessah brochette. Mais ce que tu dis, non, parce qu'on ne mangera pas de la viande. C'est écrit chez nos sages. On ne dira plus, dans la Haggadah de Pessah qu'on vient de lire, merci de nous avoir fait sortir d'Égypte. C'est une prophétie de Jérémie qui nous dit, nous dirons à la fin des temps, merci de nous avoir sortis des pays du nord de ce monde pour nous ramener sur notre terre pour vivre. C'est énorme. Donc c'est ça Pessah Sheni en fait, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est la Géoula, c'est ça la rédemption d'Israël, c'est ça le messianisme d'Israël. On a l'impression que le messianisme c'est religieux, c'est étriqué, c'est petit dans un système. Le Mashiach est un roi, c'est une souveraineté. Ce sont des infrastructures, c'est une armée, c'est une monnaie. Il faut que ce pays soit riche, il faut que ce pays sache se défendre. C'est ça le messianisme. Ne confinez pas le messianisme à quelque chose de petit, de religieux. Ce n'est pas ça du tout. Le messianisme d'Israël, c'est la vie d'une nation sur sa terre. Am Israël, ou Mike Amcha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Et ce mot de terre, de Eretz, de Ratzon, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs l'étymologie de Israël, c'est la droiture, Yachar. Vous savez que dans ce monde, il n'y a rien de droit. Tout ce monde est circulaire. Les planètes sont circulaires. On ne peut pas tirer même un rayon laser sans qu'il devienne une courbe. Tout est circulaire dans ce monde. La nature en hébreu se dit une bague. Taba'at, teva. Car tout est rond. La seule chose qui a le souvenir de quelque chose de rectiligne, c'est Israël. Et au niveau de nation et au niveau de la terre. Et la forme rectiligne, c'est l'infini, béni soit-il, qui donne une direction, qui donne un sens dans ce monde circulaire qui n'a pas de sens. Moi, quand je suis arrivée en Israël, j'ai changé mon nom. Je ne dis même pas ce que je m'appelais avant, parce que ça ne sert plus à rien. Mais Martine, voilà. Et j'ai choisi Shir. D'abord Shir. Et j'ai été à la banque pour signer un papier, et il y a une femme là-bas, religieuse, qui m'a dit « Il faut que tu rajoutes « elle » dans ton nom. Tu ne peux pas rester que avec Shir. » Alors je dis « Bon, d'accord, c'est vrai. » Alors j'ai été changer mon nom et j'ai mis Shirel. Et c'est le Rav Benishai qui m'a dit « Mais vous savez que vous avez choisi un nom qui a les mêmes lettres qu'Israël ?» C'est Israël. Et j'ai dit « Ah, mais je savais. » Et voilà. Chaque chose, elle est précise à un moment donné. D'ailleurs, notre rapport avec cette terre n'est pas un rapport de maman, comme beaucoup de gens se trompent. On dit la maman terre, la terre-mère. En Israël, c'est faux. Notre terre-mère, c'est l'Égypte. Il ne faut pas oublier. Et on est sorti du... Ici, c'est le peuple par rapport à son épouse. La terre d'Israël est l'épouse du peuple d'Israël. D'ailleurs, le terme biblique qui nous dit de venir, c'est kitavo. C'était la question. C'est-à-dire avoir un rapport intime avec la terre. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Judith, en disant j'ai envie presque d'avoir des enfants avec cette terre. Ce n'est pas une envie qui dépasse l'entendement. C'est ce que demande l'Éternel. C'est-à-dire que notre rapport soit un rapport intime. Et c'est pour ça que le languissement des autres terres, quand vous êtes ici et que vous avez envie de repartir à droite à gauche, excusez-moi, monsieur le docteur, c'est presque un problème de retour dans les jupes
de maman. Comment est-ce que vous appelez ça? Un complexe d'Oedipe au niveau de la nation. C'est ça, avoir envie de repartir. Moi, je n'ai pas envie de repartir. Je suis bien ici parce que je suis avec mon épouse. Je l'aime. J'ai envie d'avoir un lien avec elle. Et de ce lien naîtront des enfants. Ce serait un complexe d'Oedipe dépassé, parce que le complexe d'Oedipe, ce serait resté avec les mères d'avant. Avec les mères d'avant. Oh là là, si vous entendez le sous-texte là, la jeune juive, elle va faire pump it up. En tout cas, ce qui est joli, c'est de voir comme tout le monde a des histoires différentes et des vécus assez différents. Alors, ça va se dire avec des mots assez différents. Certains très sionistes, politiques, d'autres beaucoup plus religieux. Mais je trouve ça assez magnifique de voir comme on arrive tous avec des chemins différents, avec des histoires différentes et avec quand même un amour très fort pour que Israël vive, Israël se construise et soit cette terre d'accueil pour tout le peuple juif. Parce que justement, le klal, la notion de tout, ne tue pas l'individu. Et c'est ça la beauté. C'est-à-dire qu'elle permet à chacun de nous d'avoir son prisme, sa couleur, sa nuance. Et en même temps, nous sommes dans un complexe qui nous dépasse tous. Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que justement, moi qui ne suis pas religieux ni vraiment croyant... Plus, hein. On n'est pas religieux ici. Je suis vraiment croyant, mais je sais, non religieux. Au grand regret de ma femme, très peu croyant aussi, je peux être comme je suis juif en Israël parce qu'il y a une hétérogénéité et parce qu'il y a des garants d'autres racines et d'autres vérités d'Israël. Moi, je suis fier que tu sois là. C'est très gentil. Mais c'est parce qu'il y a des gens comme toi que je peux être là comme j'ai envie de l'être. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler, parce qu'on n'arrête pas de dire peuple juif, qu'en plus d'être une terre d'accueil formidable pour le peuple juif, ça reste quand même une des plus belles démocraties et terre d'accueil pour d'autres religions qui sont représentées en Israël et qui vivent merveilleusement bien ici. C'est bien en fait c'est bien. ici. Hein. C'est bien quand on même. Est bien, c'est vrai là. en fait, c'est vrai. Non, c'est pas... Alors, on a une tradition kabbalistique ici, vous savez pas une émission, un tour de table qui s'appelle Rugby Israël. Il y tient. C'est un tour de table. Je dirais, elle en a une chose. Et je suis sûr que. Alors, Qu'est-ce que c'est un jeu qu'on envoie. Il y a un qui doit sortir, ce qu'il a vu cette semaine, qui lui paraît très israélien, qui ne peut exister qu'en Israël et nulle part ailleurs. Une situation un peu comique, un peu drôle, un peu Même originale. Même si c'est pas cette semaine et que c'est dans les derniers mois, ça marche. Ah, alors. J'étais qui vous surprend quand même. D'accord, dans le Chérout où on donne, pour justement les nouveaux arrivants où on tape sur l'épaule, mais sauf que là on m'a pas tapé sur l'épaule, c'est une vieille dame qui était assise derrière moi et qui m'a remis mon étiquette. Et j'ai trouvé ça super joli parce qu'elle a remis l'étiquette et elle m'a fait une petite tape sur le dos et ça c'est Rugby Israël, par exemple. Voilà, ça c'est un beau Rugby Israël. C'est vrai. Judith. Eh bien, moi je vais vous dire, docteur. Arrêtez de vous balancer là. Depuis tout. Alors, on était en voiture avec des amis, c'est il y a longtemps, on est dans le Negev, et puis on n'a pas pris ce qu'il faut, on a soif, et donc on va arrêter un type comme ça, on lui dit, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut acheter à boire, ou est-ce qu'il y a une station-service ou quelque chose? Il dit, antipathique, non, comme ça. Alors il dit, non mais il n'y a pas de truc. Bon, alors on va pour partir, et il nous dit, viens où? Viens à la maison. Il dit, mais non, alors nous on fait les Français. Nous on dit, non, mais ça va, c'est gentil, on va trouver, etc. Il dit, mais t'as soif ou t'as pas soif? Gilles, de ce côté-là Moi, ça s'est passé tout à l'heure, réellement, avec mon ami qui est ici, Jacob. On était au restaurant et je dis un petit Dvar Torah et j'emploie un petit mot de Torah. Il y a un type qui s'arrête et il dit, oui, il a raison. Sans aucun rapport. Et il me dit, je te raconte juste une blague et je m'en vais. Et il me raconte une blague, il me dit, il y a un type qui cherche quelqu'un pour travailler, mais le type est un petit peu bête, apparemment, en tout cas. Alors il lui dit, écoute, je te pose quelques questions, et chaque fois que tu ne sais pas répondre, tu me donnes un shekel. Et après, si tu veux, tu me poses la même question, mais moi je te donne 1000 shekels. Donc il lui dit, un homme et une... L'autre ne répond pas, il sort un shekel, il lui donne. Le jour est là, il ne sait pas, il lui donne un shekel. Après, il lui dit, pose-moi toi une question alors. Il lui dit, qu'est-ce qui, le matin, a 10 pattes, à midi, 6 pattes, et le soir, 3 pattes? Et le type, il lui dit, je ne sais pas, tiens, 1000 shekels. Il lui dit, et toi? Dis-moi la réponse. Il dit, je ne sais pas, tiens, un shekel.
Voilà Israël. C'est ça. Oui, comme ça marche bien ce jeu quand même. J'aime bien. Voilà, c'est quoi la réponse alors? C'est comme Audrey, je fais ma blonde. Elle était blonde Je avant, fais ma exactement. blonde. Excusez-moi. Il en faut bien une. Le type, il a gagné 997 shekels. Il y a un jeu aussi que j'aime bien parce qu'on va faire un peu d'ethnocentrisme ici. Aujourd'hui, c'est pas grave, on C'est assume. jour. Hein, on a le droit de faire hein. Toutes les réussites israéliennes, la technologie. On parlera avec Nivadi tout à l'heure de tous les succès sur les startups parce que c'est la Startup Nation quand même. Donc on est fiers, il nous en parlera. Quels sont les plus grands les visages célèbres d'aujourd'hui dans le monde israélien? Vous les connaissez ou pas? C'est un jeu. Hein. Une tête Nathalie bleue. Portman. Voilà. Ah, j'allais dire une tête bleue dans l'iPhone. Ah oui, bravo. C'est bien joué. Pas mal, ça marche. Très très bien. Alors moi, c'est Netanyahou qui me serait venu quand même. Hein. Ouais, pas mal, ça peut marcher. Barafaeli, Ouais. Ah oui, Ronnie Telkabet. La Wonder Woman. Gal Gadot. Bah oui, Gal Gadot. Et bien justement, Gal Gadot qui nous rejoint. On l'appelle Stéphane, tu m'avais promis qu'un jour ça arriverait. Mais T'as dit la même chose pour Chirel et là voilà, tu vois. Oui, la porte. C'est vrai, tu m'avais dit la T'avais même dit chose pour Chirel, que j'admire voilà. beaucoup. C'est ma voisine, alors je peux peut-être lui demander. C'est ma voisine aussi alors, j'adore. Oui, c'est ta voisine. C'est bien la première fois, à mon avis, qu'on lui demandera quelque chose de ce genre-là, la pauvre Gal Gadot. Bon, voilà, c'est un petit jeu. En passant, on va parler un peu d'actualité quand même, parce que vous êtes peintre aussi, Rav Yoel Benarouche, Oui, faut ça pas m'arrive l'oublier, aussi, oui. hein, de talents d'exposition partout dans le monde. Vous aurez des œuvres aussi exposées sur une scène de théâtre très bientôt, oui. à Tel Aviv. Oui. C'est une pièce écrite par Bernard Bitan avec Judith dans l'un des rôles principaux. En 2 mots, le pitch, Judith. Je pitch ou vous pitchez? Pitchy en 2 mots, Judith. Pitch en plus. Une galerie d'art, 2 meilleurs amis qui ont l'habitude de tout partager en 2 exactement. Et puis la vente d'une toile qui est censée faire la richesse de l'un. Un drame va se produire et on va voir comment ces 2 meilleurs amis vont d'abord vouloir essayer tout simplement de discuter de ce qu'est la réparation du préjudice. Donc de faire de la Gemara, si je Un petit peu, exactement. Des joutes verbales, en effet, kabbalistiques et au niveau de Gemara aussi. Et puis, ça va se transformer en règlement de compte où on en profite pour se mettre tout sur la gueule. Je suis un peu le tampon entre ces deux, puisqu'on est 3 amis d'enfance. Et voilà, tout se dit dans ce huis clos avec énormément d'humour. Et puis J'ai vu beaucoup de l'affiche sens. là, comme ça, où ça hurle là, et vous êtes en train de les... Alors là, ça exactement, la vraie affiche de la pièce est une œuvre faite justement par Yoel Benarouche, puisque le vrai concept en fait finalement, c'est que les galeries Eden Arts vont utiliser en fait cette pièce pour faire un vernissage de l'artiste Yoel Benarouche, où c'est une première mondiale finalement, puisque les VIP lors de la première au Caméry pourront monter sur scène comme dans un vernissage, puisque les œuvres sont en même temps le décor de la pièce. Donc c'est vraiment une première mondiale. Et puis ce qui est formidable aussi, c'est de pouvoir lier tous ces arts, l'art dramatique, l'art de la peinture, et tout ça surtout dans le rire. C'est un petit peu ma partie, enfin voilà, j'insiste là-dessus, parce que c'est une comédie, donc il faut venir en même temps se marrer et apprendre plein de choses. C'est quand ? Le 8 mai au Caméry. D'accord, très bien, vous On y serez sera là. évidemment. Il y aura vos œuvres, on pourra les acheter après, à la fin, comment ça se passe ? Avec grand plaisir. Bon, moi je trouve quand même la fiche de la photo très sympa, c'est une photo d'Ovlak, un photographe de Tel Aviv. Oui, alors ça voilà, ça a été dont bien. l'équipe de Bienvenue chez vous connaît bien l'adresse. Exactement, et la photo est formidable. Je suis un peu contente en plus parce que c'est moi qui ai eu l'idée de la petite mise en scène. Ah, très bien. Merci Judith. Alors, on continue de fêter Israël dans la 3e partie tous ensemble. Voilà, on revient juste après la pub, vous êtes d'accord ? Avec Restez là. plaisir. À tout de suite. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles.
À plus. À plus. À plus. À plus. Publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour pour cette belle fête dans Bienvenue chez vous, les 70 ans. Quel bel âge, 70 ans, d'État d'Israël. Quel bel âge. Chirel 7. 7, c'est le chiffre 7. C'est vrai, nous sommes fiers d'être ici en Israël pour les 70 ans. Mais 7, ça veut dire quelque chose, Rav Benarouche? Alors d'abord, il faut dire que Atzmaout veut dire être soi, Atzmi, et pas seulement indépendant. Parce qu'on peut être indépendant par rapport à quelqu'un, mais ne pas être encore soi. Alors que Atzmaout, c'est non seulement sortir du joug des nations, mais devenir soi-même. Et pour devenir soi-même, il faut traverser au moins 7 degrés. Lesquels sont ces 7 degrés? Ce sont des degrés qui sont relatifs aux séphirot dans la Kabbalah, le chesed, la gvura, la tiferet, netzach, hod, yesod et malchut. J'explique très très succinctement, être d'abord dans 10 années de bonté, 10 années de rigueur et de mesure, 10 années d'équilibre, 10 années d'éternité, 10 années de beauté, 10 années de fondement et 10 années de royauté. Et nous sommes maintenant à la royauté d'Israël, 70. C'est comme si on rentrait dans le Shabbat de notre État. C'est magnifique. Extraordinaire. Wow. Et c'est quoi 40? 40, c'est la maman. C'est-à-dire que le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère commence à avoir en fait une identité à partir du 41. C'est pour ça 41, c'est M. Mem Aleph, la maman. M. Ah, il est fait. Alors, Bécha Tova, comme on dit ici. Merci Rav. On accueille Yohan Halimi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Yohan? Ça va. Alors, dans toute l'histoire d'Israël, il s'est passé des choses tristes et des choses et de belles choses. On va parler de quelque chose. Alors, on a le plaisir ce soir, et même l'honneur de programmer le premier film de cinéma sur la chaîne A+, et pas n'importe quel film. Un film vraiment qui a marqué un peu les mémoires collectives. Il s'agit du premier film sur Entebbe, un film israélien, Opération Yonatan Entebbe. Voilà, vous vous rappelez de cette opération. Le film sera diffusé juste après cette émission. Et on va commémorer donc le 4 juillet prochain les 42 ans de l'opération Entebbe. Alors, vous êtes spécialiste cinéma. Évidemment, vous allez nous parler. Il y a eu plusieurs versions. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu même le dernier, parce qu'il y a une dernière version qui vient d'arriver. La 4e. Alors moi, j'aime beaucoup la version qu'on va passer ce soir. Est-ce que vous allez nous dire si elle est meilleure, la vôtre? La 4e vient de sortir, elle est au cinéma. Elle est sortie le 29 mars en Israël. Ouais. Vous l'avez vue? Je l'ai vue. Alors, racontez-nous. Alors, on va déjà peut-être rappeler un petit peu les faits. Oui. Donc il y a 42 ans exactement, le 27 juin 1976, un vol Air France Tel Aviv-Paris est détourné par 4 terroristes, direction Entebbe en Ouganda. 4 terroristes, un Allemand, une Allemande et 2 Palestiniens. Là-bas en Ouganda, les 250 otages vont être parqués dans un ancien terminal et avec la complicité active du dictateur Idi Amin Dada, on va très vite séparer les otages israéliens des otages d'autres nationalités qui vont être libérés d'ailleurs au cours de la semaine. Après quelques jours de négociations secrètes, Yitzhak Rabin, le premier ministre de l'époque, autorise une opération militaire et donc des soldats sont envoyés à Entebbe pour libérer les otages israéliens. L'opération est un véritable exploit. En moins d'1 heure, tout est plié et donc les 102 otages sont libérés et embarqués direction Tel Aviv. Mais on perd un soldat. Alors on perd justement un soldat, c'est bien sûr bientôt Yom HaZikaron, donc c'est bon de le rappeler, on va en parler. Yoni Netanyahou, bien connu, très connu en Israël, qui ne le connaît pas. On va en parler. Il fait l'objet, il est plus ou moins mis en valeur dans certains films. Et un peu moins dans le dernier d'ailleurs, donc on va en discuter. Parce que c'est pas le premier comme tu l'as dit. Oui, 3, 4. C'est le 4e. Alors très vite, Hollywood s'est emparé de cette histoire. On a un premier téléfilm qui est lancé quelques semaines ou quelques mois après l'opération, qui s'appelle Victoire à Entebbe, avec un casting absolument incroyable. Il y avait Burt Lancaster, Kirk Douglas, Richard Dreyfuss, Elizabeth Taylor, Anthony Hopkins. Et alors malheureusement, malgré ce casting, le film est franchement médiocre. Ça manque de moyens, c'est pas très attachant.
Mais quelques semaines après encore, ça s'est vraiment enchaîné, on a un autre film, un film qui est réalisé par Irving Kershner, le futur réalisateur de l'Empire contre-attaque, je pense que vous l'avez tous vu, avec aussi un casting très solide, Peter Finch, Charles Bronson, et Yaphet Kotto, qui est incroyable en Amin Dada, en plus vrai que nature. Et alors ce film n'oublie aucun détail, il est vraiment intéressant, il est très efficace et on ressent bien vraiment toute la tension dramatique de la prise d'otage. Tout y est. Quelques mois plus tard encore, donc tu en as parlé tout à l'heure, on a un film israélien cette fois-ci qui sort, qui est réalisé par Menachem Golan, qui est un réalisateur très connu, qui a cartonné aux États-Unis après dans des productions d'action des années 80. Ce film est un peu plus centré sur la personnalité de Yoni Netanyahou et sur son rôle. Et d'ailleurs, Yoni Netanyahou est incarné par le célèbre acteur Yoram Gaon. Alors c'est un film aussi très efficace, très marqué années 70, un bon film. Celui qu'on verra tout à l'heure. Il est bien celui qu'on va voir tout à l'heure. C'est celui-là. Celui qu'on va voir tout à l'heure. On a choisi de vous montrer. Exactement. Et donc, alors malgré ça, ces films ont ils ont plus de 40 ans maintenant. Donc on attendait impatiemment, en tout cas moi j'attendais impatiemment une nouvelle version un peu plus moderne. Et avec ce film qui est réalisé par José Padilla, un Brésilien, vous savez c'est l'homme qui est derrière l'excellente série Narcos. Voilà. Et puis il y a également un très bon casting, Rosamund Pike, l'allemand Daniel Brühl, Denis Ménochet, le français, et puis Lior Ashkenazi, la star israélienne dans le rôle d'Yitzhak Rabin justement. Voilà. Donc ça c'est pour la dernière version. Ça c'est pour la dernière version. Verdict. C'est bien. Alors, verdict, franchement, je vais pas faire de langue de bois, j'ai trouvé ça raté. Ah. Ouais, c'est raté. Ça servira à rien d'en faire une autre. Ben, on n'apprend rien de nouveau, à part quelques points qui sont pour moi franchement gênants. Je vais vous donner un exemple. Le film, les premières phrases d'introduction du film, donc c'est au générique. On a une phrase qui rappelle le vote de l'ONU, qui rappelle la création de l'État d'Israël, puis la révolte arabe qui s'ensuit. Et puis la deuxième phrase, c'est les combattants palestiniens sont rapidement rejoints par des révolutionnaires du monde entier, d'origine allemande ou d'Amérique du Sud. Ces révolutionnaires se font appeler des combattants de la liberté. Les Israéliens les appellent des terroristes. Voilà. Non. Oui, c'est comme ça que ça commence. Dans ce dernier film. Oui, le dernier film. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis en valeur le frère de Binyamin Netanyahu. Ah, sur celui-là. Et ça donne vraiment le ton idéologique du film. Le côté politique a dû s'inscrire à l'intérieur. Voilà, ça s'attache essentiellement à humaniser les terroristes, à les comprendre et même à les, à les justifier, à les réhabiliter en répétant sans cesse, alors c'est une phrase qui revient énormément, que ce ne sont pas des nazis mais des révolutionnaires combattants pour la liberté du peuple palestinien. Légitime. Voilà. Je trouve franchement que montrer le terrorisme comme ça aujourd'hui dans une période aussi trouble, c'est vraiment irresponsable. Et moi, ça m'a gêné tout au long du film. Voilà. Vous ajoutez à ça, alors d'un point de vue qualitatif maintenant, on ajoute à ça le fait que on accorde assez peu d'intérêt aux otages. On s'y attache pas tellement du coup et ça fait que on rentre pas dans le film, on n'est pas attaché à cette histoire. Bon, alors, on n'est pas pris dedans quoi. D'accord. Donc alors il est bien celui de ce soir. Donc c'est ce soir, hein, on a décidé. Alors c'est ce soir. Vous l'avez vu d'ailleurs ? Vous l'avez vu, j'ai vu celui de ce soir. Moi. Ah bah ça s'appelle Opération Yonatan en TB. Opération Yonatan. On va le voir tout à l'heure, un film israélien. Il y a un autre qui en hébreu s'appelle Mivtza Yonatan. Voilà. Et nous on le verra en français. Il sera en français. Je voulais remercier. Non, ça sera doublé. Ça sera en français. Je voulais remercier le donateur de ce film de l'association ABSI France, représentée par Gilles Taïeb. Voilà, il nous a accordé des droits gracieusement pour diffuser ce film dans la période de Yom Ha'atzmaut. On est ravis. Merci beaucoup, Yohann Halimi. Avec plaisir. Vous regarderez comme ça des films régulièrement avec plaisir. Oui, parce que c'est complet, c'est très intéressant. Je suis très contente de notre nouvelle recrue. Alors, bienvenue. Ah ouais, bienvenue. Merci. Mais vraiment, si je peux rajouter juste une petite chose. Sur, notamment Yoni Netanyahou, je voudrais insister là-dessus parce que, comme on l'a dit, Yom HaZikaron, ce qui m'a gêné, c'est que on a le sentiment que même lui, il subit la réputation de son frère Bibi. Il est balayé en quelques instants. Il a 5 lignes de dialogue et il est présenté uniquement comme un personnage. Alors, c'est le seul personnage
qui est présenté sans nuance, uniquement comme un personnage dur, froid et fier. Voilà, donc alors qu'on sait, alors que ça a été pertinemment prouvé qu'il a donné sa c'était un homme très cultivé, très sensible, amoureux de son peuple et de la terre d'Israël. Et voilà, je trouve que c'est vraiment décevant. Ce film ne vaut pas le coup. Merci de ce franc-parler, en tout cas, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. On est content d'avoir une vraie idée d'un film qu'on va voir ou pas, mais je vous conseille de voir celui de ce soir après. Merci beaucoup, Yohann Halimi. Yoel Benamouche, finalement, il y a toujours des ennemis pour Israël. On vient de parler avec Yohann Halimi de manière de faire les choses qui ne sont pas toujours des plus sympathiques envers Israël, mais il y aura toujours des ennemis d'Israël. Bon, moi, je vois ça comme des révélateurs. Vous savez, pour faire sortir une photo, il faut de l'acide. Et c'est avec cet acide que le peuple d'Israël, en fait, a gardé son identité. Malheureusement, lorsque nous sommes en guerre ou face à nos ennemis, nous sommes encore plus unis. Donc, quoi qu'ils fassent, de toute façon, c'est pour le bien d'Israël. Il y a eu, comme ça, beaucoup, on a parlé de guerre médiatique. Vous avez participé un peu à ça, lorsque vous étiez en France, à essayer de défendre comme ça Israël sur des plateaux de télé, à la radio. Une des seules. Une des seules où on vous entendait beaucoup. C'est parce que vous étiez effectivement la seule qu'on vous entendait et qu'on appréciait beaucoup. Oui. C'était dur pour vous de faire ça? Pas du tout, parce que j'avais fait mon Aliyah, après je suis revenue quelques années en France pour travailler et pour chanter, mais pour moi c'était complètement naturel. C'est comme me dire, mais je sais pas, ta robe n'est pas rouge, mais si, enfin elle est rouge, regardez, voyez. Vous n'étiez pas un peu naïve à ce moment-là, en étant devant Ardisson, par exemple, chez Ardisson? Non, mais je fais la même chose aujourd'hui. C'est vrai? Je m'en fous en fait des conséquences. D'accord. Je pense pas aux conséquences sur moi. Je pense qu'il faut que les choses soient dites quand on a l'occasion de les dire. Et donc voilà, donc je les ai dites, mais avec mon cœur. C'est vrai que j'avais 23 ans, 24 ans, mais j'étais passionnée, je le suis toujours, donc voilà. Mais c'était pas dur dans ce sens-là. C'est sûr qu'après la violence que j'ai eue sur moi, c'est bien parce qu'elle était révélatrice. C'était mon acide pour me dire, il faut pas que tu viennes faire ta parenthèse là trop longue, rentre chez toi. D'accord. Donc je suis revenue. Ouais, c'était avec un vrai talent. Josrienne. Je peux en témoigner parce qu'à l'époque, j'étais... Alors vous avez rejoint Josrienne, docteur. Oui, je veux dire que c'est un vrai talent, un vrai courage, parce qu'à l'époque j'étais impliqué dans la vie communautaire, à certains postes de responsabilité. Et, on était tout le temps ensemble. Et c'est là où j'ai eu le privilège de rencontrer Chirel. Et je voudrais ici témoigner de la dette que je lui dois, et pas que moi. Quand j'étais président de l'appel national pour la Tzedaka en France, qui est une grosse affaire, vraiment, où on collecte beaucoup d'argent, qui est immédiatement redistribué aux associations sociales, et quand j'ai pris la présidence, ma première marraine, ça a été Chirel. Et ça a été la plus extraordinaire rencontre dans ce domaine-là que j'ai eu le privilège de vivre. J'ai eu d'autres parrains après, et des prestigieux, Elie Wiesel, Enrico Macias, Alexandre Arcadi et d'autres, mais Chirel, extraordinaire, d'une présence, d'une générosité, c'est formidable, d'une générosité, d'une disponibilité. Vraiment, voilà, je voulais le dire, je le redis, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je voulais quand même encore témoigner là-dessus. Et ce qui est génial maintenant dans cette nouvelle Aliyah, enfin toi ça fait bien longtemps, c'est que tous nos docteurs arrivent. Oui. On n'a plus besoin d'aller en France pour aller faire ça. Les avocats. C'est fini. Oui, les avocats, ils viennent. Bon, on n'a plus besoin d'avocats, parlons pas d'avocats, mais les docteurs, on a besoin. Là, ça, je voulais dire ça à propos de Chirel. Vraiment, c'est un témoignage que je lui rends encore aujourd'hui, malgré ou grâce aux années, parce que je mesure encore maintenant avec plus de temps son apport et l'aide qu'elle m'a apporté, qu'elle nous a apporté, plus son courage, le courage qu'elle a eu à l'époque. J'étais vice-président du CRIF, je peux vous dire que c'était une période très 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 dure pour les Juifs en France, et je passais mon temps sur les plateaux de télé, radio, à essayer d'expliquer, de défendre, mais l'intervention de Chirel a fait 1000 fois plus que tout ce que je pouvais dire qui était déformé, qui n'était pas entendu. Son intervention. Voilà. C'est un courage qui doit être salué parce que je pense que les gens derrière leur écran ne se rendent pas forcément compte. Peut-être que je me rends un peu plus compte parce qu'on va dire que je suis un petit peu la switch logique avec le spectacle Inch'Allah que j'avais été joué à l'étranger. Donc automatiquement ça canalise et c'est pas évident parce que il faut être conscient que quand on prend la défense comme ça d'Israël à haute voix, eh bien je l'imagine
avec son magnifique sourire, donc sur les plateaux, ok, mais quand elle rentre chez elle le soir, si elle se prend la déferlante de commentaires qu'on peut se prendre sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément... Il y en a encore, parce que les gens ne comprennent pas que c'était il y a combien? Il y a des dizaines d'années. Ça va, et j'ai encore des insultes tous les jours. Mais c'est tout à votre honneur, ça veut dire que ça continue, vous continuez à être une personne qui défend et qui représente Israël, comme Judith, comme... Elle est très fière de ça. Voilà. Très fière. Et je voulais juste, si vous permettez, rajouter à propos de Yoël Benarouche, nous avons, Stéphane et moi, en commun, l'amour de la peinture. Voilà. Et nous aimons l'art, et nous sommes rencontrés aussi, d'ailleurs, à propos d'un projet que nous avions, qui n'a pas abouti. Mais je veux vous dire que j'aimais beaucoup votre peinture, et que vous êtes un rave, mais aussi un peintre, à la différence de De Gaulle, dont on disait, les écrivains disaient que c'était un général, et les généraux disaient que c'était un écrivain. Vous êtes les deux. Voilà. Merci Jo Ezrien d'être passé par là, par chez nous, pour nous parler de Chirel, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas tout. Vous aussi, Audrey Nataf, ça fait pas longtemps que vous êtes ici? Ça fait très peu de temps. Je vais fêter mes 1 an le 5 mai. Ça se fête, c'est un bel anniversaire. Ouais, aussi, c'est mon premier Matzmaout en Israël. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi des bons plans pour déjà, achetez-vous un mangal. Un mangal, c'est un barbecue. Sauf si on est végétarien. Ah non, oui, Elle est végétarienne, je crois. Moi aussi? Bah oui. Ah, on peut se voir alors. Parce que on sera les deux. chez moi. Alors ne m'invitez pas parce que je ne suis pas végétarien. Attends, ça va arriver, tout le monde. Bon, alors est-ce que vous êtes fiers des réussites d'Israël? 70 ans. Vous savez qu'on appelle ça la Startup Nation? Startup Nation. C'est quand même une fierté. Bien sûr. Pour le monde. Niv nous a rejoint, il va nous en parler. Bien sûr. Ça va, Niv? Très bien. Oui. Très bien. Vous, ça fait l'Alia pour vous, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 18 ans. Parce que vous êtes belge, hein? Vous êtes belge. Je suis belge. On peut le dire en vrai, c'est pas grave. J'ai vécu à Paris aussi, mais je suis venu à 18 ans en Israël. Donc c'était il y a longtemps. Et tout de suite, vous êtes dans la technologie, vous êtes dans les startups, vous avez même vendu, vous avez fait un exit. Un petit startup, c'est là que vous êtes devenu milliardaire. Non, pas du tout. La compagnie est devenue américaine. On dirait pas comme ça. Et c'est un peu le problème des compagnies israéliennes. Ouais. On est un peu sous la colonie américaine. Donc quand vous ouvrez une compagnie en Israël, vous êtes sur le trajet de vendre très tôt. Et heureusement, c'est ce qu'on va en parler. Est-ce qu'Israël a toujours cette aura dans le monde au niveau des startups? Oui, d'un côté, oui, c'est-à-dire que c'est encore la compagnie, enfin, le pays où il y a le plus d'unicorns, ce qu'on appelle le unicorn. Vous connaissez ce mot? Non, on parle partout de unicorn. Le unicorn dans le monde des startups, c'est des compagnies qui valent plus de 1 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, en Israël, il y a 12 compagnies qui valent plus d'1 milliard de dollars. Donc par habitant, c'est le plus gros succès mondial. Okay, ça, c'est une chose. Donc, on est fiers de cela. Autre chose, c'est que... Ces 12-là sont toujours israéliennes ou elles sont devenues américaines? Elles sont israéliennes. Donc, ça, c'est déjà bien. D'un autre côté, il y a vraiment un vrai système d'investissement, de développement, etc., qui est vraiment très bien installé, je dirais. Et donc, il y aura toujours de très bonnes technologies israéliennes. Et il y a aussi des soucis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, oui, une descente, une perte d'investissement pour les petites compagnies, etc. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, on va en parler peut-être des plus grandes ventes des dernières années, mais je dirais avant cela que si on regarde aujourd'hui, par exemple, 2017, c'est 23 milliards de dollars de exit, de vente, mais il y a toujours une ou deux grandes affaires, comme par exemple en 2017, c'était Mobileye, 15 milliards de dollars. Donc des 23 milliards, on a 15 milliards qui va chez une compagnie qui a été vendue, Mobileye, pour Intel. Donc si on sort ça, il ne reste plus que 6-7 milliards de dollars pour 100 compagnies, etc. Donc il faut toujours attendre, on attend toujours de voir qui sera la grosse vente de l'année, comme Waze. Comme Mobileye, donc Waze qui est vendu, on va en parler des grosses ventes, Waze vendu à Google, et on est très fiers de Waze parce que j'étais à Paris aussi il y a quelques mois, tout le monde a Waze, ça y est. on sait pas autre chose, c'est comme Google un peu pour la recherche. Est-ce qu'ils savent que c'est israélien? Pas du tout. C'est plus israélien d'ailleurs. Ça va faire du mal au BDS, ça. Ouais, mais ce qui est vraiment un miracle, je pense, c'est ces ventes sont... J'ai vu Waze quand j'étais ici, j'étais avec mes startups,
Et j'ai vu Waze 3 mois, 4 mois avant la vente. C'est ça qui est incroyable un peu. C'est l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire derrière les ventes. Vous voyez des gens qui se battent pour vendre. Il y en a qui ne réussissent pas. Mais Waze, par exemple, 3-4 mois avant la vente, pour $1 milliard, il n'y avait plus d'argent pour payer les salaires. Wow. Donc le mec, Noam Bardin, qui était aux États-Unis, cherchait un investissement. Comme ils ont déjà investi, les mêmes investisseurs ont investi 5 fois. Ils ne voulaient plus payer et ils ont vu qu'on vend d'autres compagnies qui sont en compétition, il n'y a plus beaucoup de chances de le vendre. Il n'y avait plus d'argent pour payer 100 employés dans Waze, quoi. Donc les négociations en dernière minute, etc. sont très fortes. Alors en dehors des grosses ventes, il y a des petites ventes quand même qui se réalisent chaque année. Bien sûr. Ce qui est bien aussi en Israël, c'est qu'on voit qu'il y a plus de 100 investissements de, je dirais, $50 millions, entre 30 et 50 millions de dollars, ce qui est vraiment bien. Donc, et là, je peux par exemple nommer quelques compagnies qui sont aujourd'hui qui sont moins connues. Il y a une compagnie par exemple qui s'appelle HealthWatch qui a fait une chemise qui va alerter, une chemise intelligente qui alerte sur les crises cardiaques, des trucs comme ça. Et aussi, les tendances sont très intéressantes à voir. C'est des compagnies qui sont plus dans le pharma. Oui, j'ai entendu là une nouvelle invention où pour les gens qui on voit pas leurs veines, c'est une espèce de machine où en fait ils montrent par un système, je ne sais pas lequel, la veine qu'il faut piquer parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à piquer, bien sûr. Piquer 40 fois. Alors il y a dans le monde de la médecine, il y a dans le monde des drones, dans le monde cyber, dans le monde de sécurité. Un peu moins aujourd'hui, on voit moins de télécommunications, moins d'internet. C'est un peu fini tout ça. Donc il n'y a plus rien à inventer pour l'Internet comme avant. Ouais, on a dit pour ça. Le moment. Ouais. Non, mais je dirais, c'est ça la tendance un petit peu. Donc, on voit beaucoup de petites compagnies qui sont très, très pointues, qui ont des ingénieurs, des médecins, des trucs comme ça, et qui font de très, très beaux résultats. En tout cas, bon. La marijuana. Ça, c'est peut-être l'avenir, j'espère. On parle déjà 3 ans de l'avenir de tout ce qui est, comment vous appelez ça en français? De l'herbe médicale. Du cannabis. Cannabis médical. Israël n'est pas très fort dans ce domaine, mais on ne sait pas. Les jeunes sont très forts, moins les ingénieurs, je dirais. À Tel Aviv surtout, c'est bizarre. Et à Tel Aviv, c'est très très fort. Les histoires qui sont derrière les créations israéliennes partent du privé, en effet, vraiment, il y a cette écoute du privé. Et de Ou dire de l'armée. Alors, de l'armée des fois, mais l'armée c'est du domaine du privé. Et il y a eu une crème qui est sortie pour tous les problèmes de peau, mais que des gens qui ont le problème d'ulcères diabétiques, des problèmes de peau, des peaux hypersensibles. Comment faire pour ces gens? Ils ont aussi besoin de se mettre des crèmes, comme toutes les inventions. Voilà, exactement. Ça s'appelle Lavior. C'est des Israéliens qui, au début, quand moi je me suis renseignée et que j'ai demandé, mais alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à trouver cette plante en plein milieu du désert, l'inola, qui est cultivée vraiment beaucoup dans cette zone du monde? Et ben donc vous êtes dans la biopharmacie. Ah mais pas du tout. Moi c'est juste que j'en avais marre, je me grattais et on s'est lancé. Et on va voir des médecins et on paye des bilans de recherche et c'est exceptionnel de voir ça. Tout est possible. Il y a du génie quand même. Ici. D'un côté, c'est ça, et de l'autre côté, on recherche aussi. Ces ingénieurs, ces startups israéliennes aujourd'hui sont aussi dans la finance. Ils savent regarder ce qu'on recherche dans le monde. Je dirais juste un exemple comme Chromatis, c'était l'un des plus grosses ventes, 4,5 milliards d'euros vendus pour Lucent, et 1 mois après, c'est juste l'opposé. Il n'y avait plus de Lucent, de compagnie, ils ont dû licencier tout le monde parce qu'il n'y avait plus besoin de la technologie. Donc, parfois, on recherche aussi vraiment froidement ce qui va être racheté, d'accord? Yoel. Je voulais juste dire qu'avec un recul, un petit peu une caméra zoom large, on voit le bien que le peuple d'Israël fait à l'humanité tout entière. C'est extraordinaire. Et pour ceux qui nous condamnent à chaque fois comme si on était les monstres, comme si on était l'ennemi de l'humanité, on voit de facto exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est là pour améliorer le monde, pour bonifier la vie, pour rendre heureux tout ce qui se passe ici autour de nous. Et ça, c'est en soi extraordinaire. Et c'est grâce notamment aux startups. Merci Nivadi. Avec plaisir. Merci, restez avec nous. Alors Israël, les festivités, évidemment, c'est aussi une chanson officielle. Vous la connaissez, la chanson officielle? Non. Eh ben, c'est Alléluia, c'est une vieille chanson, mais ils ont reprise et ils en ont fait un clip très sympa. Vrai? Et c'est Alléluia, la chanson de l'Eurovision. Okay. Vous voulez qu'on l'écoute? Avec plaisir. Alléluia.
Voilà, vous la connaissiez celle-là, Oui, mais pas bien cette sûr. version-là. Non, bah, cette version. J'aime bien cette version d'avant. Un petit tour de table avec une première fois. J'ai créé un petit questionnaire là pour vous, rien que pour vous. Ah non. Si Israël c'était un parfum, ça serait quoi? Ça serait quel parfum? La feuille de l'oranger quand on fait comme ça. D'accord. S'il était une émotion. Waouh. Quand on est avec un aimant et qu'on rejoint l'autre aimant et qu'on se sent plein. D'accord. Une saison. Le printemps. Ouais. Une danse. Une danse. La liberté, le gaga. Vous savez ce que c'est le gaga? Bien sûr, je sais on sait grâce à. Le gaga, la liberté justement, pas être dans une boîte. Le gaga qui est donc le mouvement primaire. Tout à fait. Un langage. Les mouvements primaires. Audrey nous a fait des cours de gaga. En tout cas, on n'a pas. Et alors enfin, si c'était une chanson. Ma chanson préférée en hébreu, parce que c'est celle qui me monte les larmes aux yeux et je la chante tous les soirs à ma fille, c'est En li eretz acheret, parce que ça dit que c'est vrai que dans n'importe quelle ville du monde, on entend un mot en hébreu, rak mila be'ivrit, voilà, choder leorkai, ça rentre à l'intérieur de mes veines et ça me réveille. Donc c'est pour ça que j'aime cette chanson. Vous voulez pas la chanter? Si. Allez. Génial. Et alors, mais il faut une j'aimerais, guitare. voilà, et alors j'aimerais demander au Rav Yoel, au peintre Vous avez carte Rav blanche. Yoel, Carte blanche. s'il veut bien. Joker, quoi. Vous n'avez pas une guitare dans votre voiture? Si. Dans votre voiture, vous avez une guitare? Je vais chercher. Alors on va la chercher. Allez, cherchez, voilà, on va chercher Cherchez la la guitare. voiture. C'est une première. C'est Alors, un premier moi, dos. je ne savais pas que c'était Corinne Halal, qui donc était française, qui a écrit qui a fait la mélodie de cette chanson, qui est une mélodie Française. extraordinaire. Oui, Corinne Halal, chanteuse française. Vous l'avez chanté ici. C'est vrai, on l'a chanté. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. חודרת אל אורכי, אל נשמתי בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. מרסי. Merci Rav. Merci Yoel Benarouche à la guitare. Une première, un premier duo. Oui. Vous faites les bar mitzvah aussi, Rav? Merci, c'est la fin de cette émission, c'est passé très vite. Merci beaucoup Yoel Benarouche pour la guitare. C'était imprévu, c'était imprévu. Hein. Et c'était très bien. C'était juste en venant au studio, on m'a demandé et... Merci. Merci Yoel. Audrey Nataf, Yoel Benarouche, Nivadi, Judith Mergui, tous les chroniqueurs qui sont passés dans cette émission. Chirel, c'était un plaisir. Vous reviendrez? Merci. Oui, j'adore. Hein? Merci bien beaucoup. Ici. C'est sympa. En fait, c'est bien comme chez vous, c'est ça? Bienvenue chez vous. C'est bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous. Serais bienvenue chez vous. Voilà, c'est ça. Voilà, merci aussi à vous, évidemment, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'il y a un film, voilà, sur l'opération TB qui passe tout de suite après cette émission. On est ravis de vous le présenter. Merci à toutes les équipes techniques qui ont été formidables aujourd'hui. Merci à Yoann Guetta à la réalisation. Merci à David Sidbon, l'artistique, Liron Chemouni, Anatel, toute son équipe. On se retrouve la fois prochaine, très très vite, j'espère. À plus. Pour une nouvelle... À plus, comme on dit, à plus.
Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus. Tout de suite, votre film du soir sur A+.